Ma'am, step away from that vehicle now. But it's my car. I'm just putting my groceries We away. got a report about someone breaking into cars, and you match the description exactly. Keep your hands where I can see them. Why are you treating me like this? I haven't done Don't argue. This car doesn't look like it belongs to you. I am a judge. Vous ne pouvez pas faire ça! Je connais mes droits! Ces mots, chargés d'une indignation impuissante, ne seraient prononcés que plus tard. Pour l'instant, l'enregistrement audiovisuel, capturé à 14h32 le 12 avril par la caméra piéton de l'agent Cédric Moreau, matricule RIO 95.882.1 de la police nationale, ne montre que le début d'une interaction qui allait devenir un cas d'école. Ce qui a commencé comme un contrôle d'identité en apparence banal, initié sur le parking d'un supermarché de luxe, allait dégénérer en un incident dévastateur, entraînant la destruction complète et méticuleusement documentée de la carrière d'un officier de police et une condamnation civile record pour l'État. La femme que l'agent Moreau tentait d'interpeller avec une agressivité non dissimulée, la soupçonnant de vol à l'étalage, pour des achats totalisant exactement 187 €, ticket de caisse bien en vue dans sa main, n'était autre que la juge d'instruction Amandine Roche. L'erreur de jugement fondamentale de l'agent Moreau, une erreur enracinée dans un préjugé racial si flagrant qu'il fut qualifié de caricatural par l'inspection générale de la police nationale, coûterait finalement à l'État, et à lui personnellement par le biais d'une action récursoire, une somme stupéfiante estimée à 3,5 millions d'euros. Tout a commencé bien plus calmement, sous les lumières froides et précises du Panier Doré, une enseigne réputée du 16e arrondissement de Paris. Pour la juge Amandine Roche, cette excursion hebdomadaire représentait une parenthèse de normalité bienvenue, un rituel terrestre après une semaine passée à naviguer les complexités de dossiers criminels lourds au tribunal judiciaire de Paris. Cette semaine-là, elle avait présidé des audiences sur un réseau de fraude fiscale internationale et une affaire de trafic de stupéfiants, des mondes où la tromperie et la violence étaient la norme. Ici, au milieu des étalages de produits biologiques et de vins fins, la seule décision complexe à prendre était de choisir entre deux types de fromage artisanal. Les caméras de surveillance du magasin, spécifiquement les flux des unités CCTV 04 et CCTV 07, enregistraient ces mouvements avec une indifférence mécanique. On la voit déambuler dans les allées avec une efficacité tranquille, sa posture droite et son regard analytique examinant les étiquettes. Rien dans son comportement ne suggérait la moindre anomalie. Elle a salué d'un signe de tête un voisin qu'elle connaissait, a échangé quelques mots polis avec le boucher, puis s'est dirigée vers la caisse. Le paiement, effectué par carte bancaire, a été enregistré à 14h28. Elle a ensuite emballé ses propres articles dans des sacs réutilisables, un geste mesuré et ordonné, avant de se diriger vers la sortie et le parking souterrain. Pendant ce temps, l'agent Cédric Moreau et son partenaire patrouillaient dans le secteur. Le dossier disciplinaire de Moreau, un document que ses supérieurs commençaient à trouver alarmant, contenait déjà 3 plaintes classées sans suite, pour des contrôles jugés abusifs et une note pour insubordination lors d'un briefing. Moreau opérait selon une vision du monde simpliste et dangereuse, une conviction que son instinct, qu'il prenait pour de l'expérience, était infaillible. Cet instinct était en réalité un agrégat de préjugés tenaces. En voyant la berline allemande d'Amandine Roche remonter la rampe du parking, il n'a pas vu une résidente du quartier faisant ses courses. Il a vu, selon les termes qu'il emploiera plus tard lors de son interrogatoire, une anomalie qui nécessitait une vérification. La voiture, le quartier, la couleur de peau de la conductrice, dans son esprit, ces éléments ne s'alignent pas. Il a pris la décision unilatérale de procéder au contrôle, bloquant la sortie du véhicule de la juge avec sa propre voiture de service, une manœuvre inutilement agressive qui constituait déjà le premier pas vers l'illégalité. Il est sorti de son véhicule, non pas pour poser une question, mais pour affirmer une autorité qu'il croyait absolue, ignorant que chaque seconde de son intervention était enregistrée, et que la femme qu'il s'apprêtait à humilier était l'une des plus éminentes gardiennes de la loi qu'il était censé servir. Il s'approchait avec la certitude d'un homme qui ne sait pas qu'il est sur le point de déclencher l'effondrement de sa propre existence. La portière de la berline allemande se referma avec un bruit sourd et feutré, un son de luxe et d'ingénierie précise qui semblait irriter davantage l'agent Cédric Moreau. Il s'arrêta à 1,50 m de la juge Amandine Roche, adoptant une posture délibérément intimidante, les jambes écartées et les mains sur son ceinturon, à quelques centimètres de la crosse de son arme de service. Sa caméra piéton, un œil numérique impartial, enregistrait la scène en haute définition, capturant la lueur agressive dans son regard et la tension dans sa mâchoire. Il ne commença pas par une question, mais par un ordre, sa voix dépourvue de toute courtoisie professionnelle.
« Madame, les mains où je peux les voir, sortez-moi ce que vous avez dans vos sacs. » Il désigna d'un geste brusque du menton le coffre ouvert où reposaient les provisions. La juge Roche, au lieu de réagir avec la peur ou la soumission qui l'attendait, tourna lentement la tête vers lui. Son visage était une étude de calme analytique. Elle observa l'agent, son uniforme, son matricule, son état d'agitation manifeste, comme si elle évaluait une pièce à conviction. Elle répondit d'une voix posée, claire, chaque syllabe articulée avec la précision d'une plaidoirie. « Monsieur l'agent, bonjour. Pourriez-vous m'indiquer le motif de ce contrôle ?» Sa question, purement procédurale, fut perçue par Moreau comme un acte de défi. « Le motif, c'est que je vous le demande. On va arrêter de jouer la comédie. » Il fit un pas en avant, envahissant son espace personnel. Le rapport de l'Inspection générale de la police nationale décrira plus tard ce moment comme le premier point de rupture procédurale, où l'interpellation bascula d'un contrôle potentiellement abusif à un acte de harcèlement caractérisé. La juge Roche ne recula pas. Elle tendit une main vers l'un des sacs en papier et en sortit délicatement le ticket de caisse, le tenant entre son pouce et son index. « Voici le justificatif de mes achats, d'un montant de 187,50 €, réglé par carte bancaire il y a moins de 5 minutes. Si vous avez un doute, nous pouvons appeler le responsable de la sécurité du magasin pour vérifier la transaction et les enregistrements vidéo. » Elle lui offrait une porte de sortie, une chance de se retirer sans humiliation, basée sur des faits vérifiables. Mais pour Cédric Moreau, la logique était une insulte. Il voyait en elle non pas une citoyenne coopérative, mais une criminelle sophistiquée qui tentait de le manipuler. Il éclata d'un rire bref et méprisant. « Vous me prenez pour un débutant. Ce bout de papier ne prouve rien. Videz les sacs sur le capot. Maintenant !» Il haussa le ton, sa voix résonnante contre le béton du parking souterrain. Il était tellement aveuglé par son préjugé, tellement certain de la validité de son instinct, qu'il ne vit pas le piège qu'il se tendait à lui-même. Chaque mot, chaque geste agressif, chaque refus d'examiner les preuves était méticuleusement enregistré, construisant le dossier de sa propre destruction. Il s'attendait à ce qu'elle craque, qu'elle avoue un crime qu'elle n'avait pas commis. Mais au lieu de cela, elle le regarda avec une expression qui n'était plus de la patience, mais une sorte de pitié froide. Elle savait, avec la certitude d'une experte en droit, que l'agent venait de commettre une série d'erreurs irréparables. Il s'approcha encore, prêt à la contraindre physiquement, une décision qui allait transformer une faute professionnelle grave en un désastre financier et pénal total. La juge Roche comprit que la phase de désescalade était terminée. L'agent Moreau n'était plus accessible à la raison. Il opérait dans une réalité alternative, où ses soupçons étaient des faits et où la procédure légale était un obstacle à contourner. Son calme extérieur masquait une activité cérébrale intense. Elle catalogua mentalement chaque infraction. Contrôle au faciès sans fondement, refus d'examiner une preuve à décharge, intimidation verbale, menace de contrainte physique illégale. Son expérience au tribunal lui avait appris à reconnaître le point exact où un argumentaire s'effondre sous le poids de sa propre irrationalité. L'agent Moreau venait de pulvériser ce point. Elle maintint son contact visuel, sa posture droite et inflexible. « Agent, je vous informe une nouvelle fois que vos actions sont enregistrées. Je vous demande de contacter votre officier de permanence et de lui faire part de la situation. Votre refus de vérifier le ticket de caisse constitue une violation délibérée de la procédure. C'est une tentative de ma part de protéger vos propres intérêts. » Cette dernière phrase, prononcée avec une sincérité glaciale, fut la provocation ultime pour Moreau. « Protéger mes intérêts ?» Il cracha les mots. « Vous, vous souciez de vos intérêts, oui. » Il sortit ses menottes de leur étui. Le cliquetis métallique fut le seul son pendant 1 seconde, un bruit sec et définitif, qui signalait la fin de toute discussion. « Vous êtes en état d'arrestation pour suspicion de vol et outrage. Mettez vos mains dans le dos. » La caméra piéton de Moreau zooma légèrement sur le visage de la juge Roche. Aucune trace de peur, ses yeux se durcirent, son expression se transforma. La citoyenne patiente disparut, remplacée par la magistrate en exercice. Elle ne le voyait plus comme un policier zélé, mais comme un justicier commettant une série de délits en flagrance. « Agent Moreau, je vous le dis pour la dernière fois, cessez immédiatement cette procédure illégale. Vous êtes sur le point de commettre un acte qui aura des conséquences extrêmement graves pour votre carrière et pour l'administration que vous représentez. » Il ignora l'avertissement, le prenant pour la fanfaronnade d'une suspecte acculée. Il fit le dernier pas, sa main se tendant pour saisir son poignet. Le rapport d'incident qu'il n'écrirait jamais aurait dû s'arrêter là. Mais il continua, animé par une certitude arrogante. Il posa sa main sur le bras de la juge Amandine Roche.
Ce simple contact physique, cet acte de contrainte non justifié sur un magistrat de la République française, était l'équivalent de signer sa propre condamnation à une ruine professionnelle, financière et personnelle totale. Il ne le savait pas encore, mais il venait de mettre fin à sa propre vie telle qu'il la connaissait. L'enregistrement vidéo allait devenir la pièce à conviction principale dans le procès qui ne manquerait pas de suivre. Un témoignage silencieux mais accablant de l'instant précis où un homme a tout perdu par pur préjugé. Le mépris dans le regard de Cédric Moreau se solidifia en une résolution de granit. L'avertissement de la juge, prononcé avec une autorité qui aurait dû l'alerter, fut interprété par son esprit enfiévré de préjugés comme le comble de l'arrogance. Une criminelle qui essayait de lui faire la leçon sur la loi. L'idée était si absurde pour lui qu'elle ne fit qu'alimenter sa fureur. Il franchit la distance qui les séparait et sa main se referma sur le bras d'Amandine Roche. Le contact fut brutal, un acte de possession, la manifestation physique de son autorité qu'il croyait incontestable. Il s'attendait à une résistance, à des cris, à une lutte qui justifierait a posteriori son agression. Il n'obtint rien de tout cela. La juge ne tressaillait même pas. Son corps resta parfaitement immobile, mais il sentit sous ses doigts une tension, non pas de peur, mais de puissance contenue. Elle tourna la tête et le fixa, ses yeux sombres ne contenant plus la moindre trace de pitié, seulement le constat clinique d'un désastre en cours. D'une voix basse, presque conversationnelle, mais qui porta avec une clarté glaciale dans l'acoustique du parking, elle prononça son nom. Agent Moreau, et lui signifia que ce contact physique non consenti constituait une voie de fait, lui conseillant très fortement de la lâcher. Son calme était plus déstabilisant que n'importe quelle insulte. Furieux de ne pas obtenir la réaction escomptée, il décida de monter d'un cran. Il ne voulait pas seulement l'arrêter, il voulait l'humilier, faire de son interpellation un exemple. Il sortit sa radio de son support d'un geste sec. Au-dessus d'eux, l'objectif grand angle de la caméra de surveillance CCTV 09, installée au plafond du parking, enregistrait la scène en silence, un témoin numérique infaillible qui capturait la contradiction flagrante entre le calme de la juge et l'agressivité de l'agent. Moreau pressa le bouton de transmission. Sa voix, qu'il s'efforça de rendre professionnelle, mais qui tremblait de rage contenue, résonna dans l'appareil, annonçant à la centrale qu'il demandait l'assistance pour une interpellation difficile au parking du Panier Doré face à un individu féminin qu'il qualifia de virulent, suspecté de vol qualifié, d'outrage et de rébellion. Le mensonge était flagrant. L'enregistrement de sa propre caméra piéton ainsi que celui du dôme de surveillance montrait une femme parfaitement maître d'elle-même face à un agent hors de contrôle. En faisant cet appel, il venait de créer un enregistrement officiel et indélébile de sa fausse déclaration, un clou de plus dans le cercueil de sa carrière. La réponse crépita dans le silence du parking, confirmant la réception du message et l'envoi d'une seconde unité, estimée à 5 minutes. L'appel était terminé, enregistré dans les journaux de bord de la police. La procédure qu'il avait initiée était désormais irréversible. Les renforts étaient en route. Avec l'arrivée imminente des renforts qu'il avait lui-même appelés, un sentiment de triomphe malsain et absolu envahit Cédric Moreau. Il tenait enfin sa victoire. Cette femme, avec son calme insolent et sa berline allemande, allait apprendre une leçon sur le respect de l'autorité. Sa main serrait toujours le bras de la juge Roche, une emprise de fer qui était moins une mesure de contrôle qu'une affirmation de sa domination. Il savourait déjà le moment où ses collègues arriveraient pour être témoins de son efficacité, de la manière dont il avait maîtrisé une suspecte récalcitrante qui se croyait au-dessus des lois. Dans son esprit, le récit était déjà écrit. Il était le héros, le gardien vigilant qui avait déjoué une criminelle astucieuse. Il se pencha légèrement vers elle, son visage à quelques centimètres du sien, prêt à lui asséner une dernière remarque humiliante avant que le spectacle ne commence. « C'est fini de jouer, madame, la cavalerie arrive !» Mais la réaction qu'il obtint ne fut pas celle escomptée. Il n'y eut ni supplication, ni panique. Au lieu de cela, la juge Amandine Roche leva lentement son autre main, non pas pour se défendre, mais dans un geste délibéré et mesuré. D'une voix qui avait perdu toute trace d'exaspération, pour ne laisser place qu'à un calme tranchant comme une lame de guillotine, elle parla. « Agent Cédric Moreau, matricule RIO 85 1892-1. Je suis Amandine Roche. » Le nom ne lui dit rien, mais le ton le fit hésiter. Elle continua, chaque mot tombant avec le poids d'une sentence. Juge d'instruction près le tribunal judiciaire de Paris. En cet instant précis et sous l'enregistrement de votre propre équipement ainsi que de la vidéosurveillance de cet établissement, vous êtes en train de commettre les délits de séquestration arbitraire, d'abus d'autorité manifeste par une personne dépositaire de l'autorité publique et d'injure publique à caractère racial. Lâchez mon bras. Immédiatement. Le cerveau de Moreau refusa de traiter l'information.
Juge, c'était absurde, une blague, une tentative désespérée et pathétique pour l'intimider. Il émit un ricanement, mais le son mourut dans sa gorge, car elle bougeait. Avec une lenteur infinie, elle utilisa sa main libre pour ouvrir son sac posé sur le capot. Son premier réflexe fut de resserrer sa prise, de l'empêcher, mais son mouvement était si dépourvu d'agressivité, si plein d'une assurance glaciale qu'il se retrouva paralysé. Elle en sortit un portefeuille en cuir noir, l'ouvrit, et lui présenta une carte. La caméra piéton de Moreau, toujours active, fit le point sur l'objet. Ce n'était pas un simple permis de conduire. La carte était épaisse, rigide, ornée en son sommet d'un bandeau tricolore. En lettres d'or, les mots « République française » brillaient sous la lumière blafarde du parking. En dessous, sa photo d'identité le fixait avec le même regard calme et analytique. Et puis, les titres, imprimés sans fioriture mais avec une finalité absolue. Amandine Roche, magistrat, juge d'instruction. Le sceau officiel de la chancellerie était embossé dans le coin, un détail impossible à contrefaire. Le temps sembla se distordre. Le monde de Cédric Moreau, si simple et si clairement défini quelques secondes auparavant, se fissura de toutes parts. Son regard remonta de la carte au visage de la femme. La même personne, la même autorité indéniable. La réalité le frappa avec la violence d'un coup de poing en pleine poitrine. Son assurance s'évapora, remplacée par une vague de froid glacial qui partit de son estomac pour envahir tout son corps. Ses doigts, qui quelques instants plus tôt serraient le bras de la juge avec une force brutale, se relâchèrent d'eux-mêmes, devenus mous et inutiles. Sa main tomba le long de son corps, inerte. Les renforts qu'il avait appelés n'étaient plus sa cavalerie. Ils étaient les témoins de son suicide professionnel. Au loin, le son des sirènes se fit entendre, non plus comme une promesse de renfort, mais comme la sonnerie annonçant le début de sa chute vertigineuse. Les sirènes, d'abord un gémissement lointain puis un hurlement strident qui se répercutait contre les murs en béton du parking, annoncèrent l'arrivée de la validation externe. 2 véhicules de police supplémentaires dérapèrent jusqu'à s'immobiliser à quelques mètres de la scène, leurs gyrophares bleus balayant les visages et les voitures d'une lumière froide et saccadée. 3 officiers en sortirent, le pas rapide et l'air alerte, prêts à gérer une situation volatile. Mais le premier à attendre le groupe fut un homme plus âgé, en uniforme impeccable, dont les galons de capitaine brillaient sur ses épaulettes. C'était le capitaine Dubois, un vétéran de 25 ans de service, un homme dont l'instinct s'était affûté au point de pouvoir lire une situation de crise en une fraction de seconde. Son regard balaya la scène. Son agent, Cédric Moreau, figé dans une posture agressive mais dont le visage commençait à se décomposer de doute. La femme en face de lui, d'un calme olympien, tenant une carte d'identité officielle. Les sacs de course posés sur le capot. Dubois n'eut pas besoin de l'enregistrement audio de la radio pour comprendre qu'une erreur catastrophique avait été commise. Puis, son regard se posa plus attentivement sur le visage de la femme. Une lueur de reconnaissance, immédiatement suivie d'une vague d'alarme pure, traversa ses yeux. Il avait vu ce visage dans des notes de service, des briefings de sécurité pour le palais de justice, des articles de presse sur des affaires majeures. Il s'arrêta net, se mit presque au garde-à-vous et son ton passa instantanément de celui d'un commandant sur une intervention à celui d'un subalterne s'adressant à une autorité supérieure. « Madame la juge !» Sa voix, forte et claire, résonna dans le parking. Elle était empreinte non seulement de respect, mais d'une profonde et sincère contrition. « Je vous prie de nous excuser. J'ai été informé d'un malentendu. J'espère que vous allez bien. » Cette question, adressée directement à la prétendue suspecte, fut le coup de grâce pour Moreau. Le sol se déroba sous ses pieds. Il vit ses collègues fraîchement arrivés s'immobiliser, leurs expressions passant de la curiosité professionnelle à une stupeur prudente en comprenant à qui leur capitaine s'adressait. La réalité de la hiérarchie sociale et légale venait de s'abattre sur lui avec la force d'un bélier. La femme qu'il avait traitée de voleuse, qu'il s'apprêtait à menotter et à humilier, était une figure que son propre capitaine craignait et respectait. Le regard du capitaine Dubois quitta alors la juge Roche pour se poser sur Cédric Moreau, et toute la chaleur respectueuse disparut, remplacée par une fureur si froide et si intense qu'elle semblait aspirer l'air autour de lui. L'enregistrement de la caméra piéton de l'un des policiers arrivés en renfort, l'agent Legrand, matricule RIO 78 451 13, documente la suite des événements avec une clarté clinique et accablante. La perspective de la caméra, légèrement décalée, capture le profil du capitaine Dubois dont la mâchoire est contractée par la colère et le visage de Cédric Moreau, désormais un masque blême de terreur et d'incompréhension. La voix du capitaine était basse, mais chaque syllabe était un éclat de glace.
Moreau, votre arme de service et votre insigne, posez-les sur le capot, immédiatement. Ce n'était pas une suggestion, mais un ordre irrévocable, prononcé devant témoins. Pour un policier, cet acte est le symbole ultime de la déchéance, une castration professionnelle publique. Les mains de Moreau, qui quelques minutes plus tôt serrait le bras d'une magistrate avec une arrogance brutale, tremblaient maintenant de manière incontrôlable alors qu'il dégrafa maladroitement l'étui de son arme. Il posa le pistolet sur le métal peint de la voiture avec un bruit sourd et sinistre. Puis, avec des doigts gourds, il détacha son insigne de son uniforme. Le petit bruit métallique de la plaque frappant le capot résonna dans le silence du parking comme un coup de marteau de juge scellant une sentence. « Vous êtes suspendu de vos fonctions à compter de cet instant », continua Dubois, son regard ne quittant pas Moreau. « Vous allez attendre dans le véhicule de l'agent Legrand. Vous ne parlez à personne. Vous ne touchez à rien. L'inspection générale est déjà en route. » Chaque mot était un clou supplémentaire planté dans le cercueil de sa carrière. La mention de l'IGPN, la police des polices, fit tressaillir Moreau comme s'il avait reçu un choc électrique. Ce n'était plus une simple réprimande, c'était le début d'une enquête criminelle et administrative qui allait disséquer sa vie. La juge Roche observait la scène sans un mot, sa posture toujours droite, son expression neutre. Elle n'avait plus besoin de parler. Le système, qu'elle incarnait à un très haut niveau, venait de se corriger de lui-même de la manière la plus brutale qui soit. Alors que l'agent Legrand escortait un Cédric Moreau vidé de toute substance vers sa voiture, les autres policiers évitaient soigneusement de croiser son regard. Il n'était plus un collègue, mais une contamination, une pièce à conviction vivante de la pire faute professionnelle imaginable. La portière du véhicule de patrouille se referma sur Cédric Moreau, scellant son destin professionnel dans un cocon de silence et d'humiliation. Ce n'était cependant que le premier acte de sa chute. La machine administrative et judiciaire, désormais pleinement activée par l'offense faite à l'un de ses plus hauts représentants, commençait à peine à calculer le prix exorbitant de son préjugé. La chute de Cédric Moreau ne fut pas une simple descente aux enfers, ce fut une évaporation méthodique de son existence sociale, professionnelle et financière, un processus documenté avec une précision chirurgicale par les mêmes institutions qu'il avait prétendu servir. L'humiliation dans le parking n'était que le prologue. Le véritable anéantissement a commencé dans les jours qui ont suivi, orchestré par une machine administrative et judiciaire qui, une fois mise en mouvement contre l'un des siens pour une faute aussi flagrante, s'est avérée d'une efficacité redoutable. L'enquête de l'inspection générale de la police nationale fut d'une rapidité record. Les preuves étaient si accablantes, si irréfutables, qu'elles ne laissaient aucune place à l'interprétation. Les enregistrements combinés de la caméra piéton de Moreau, de celle de son collègue arrivé en renfort et des multiples angles des caméras du panier doré ont créé une reconstitution tridimensionnelle de l'incident. Chaque mot, chaque geste, chaque nuance de son agressivité injustifiée était capturée et analysée. Son rapport initial, qu'il a tenté de rédiger pour se défendre, était un tissu de mensonges si transparent qu'il a été ajouté au dossier comme une preuve supplémentaire de sa malhonnêteté et de sa tentative d'entrave à la justice. La commission disciplinaire, réunie en session extraordinaire, n'a délibéré que 20 minutes. Le verdict fut unanime, révocation pour faute gravissime. Ce terme technique ne signifie pas simplement un licenciement. C'est une radiation à vie de la fonction publique, la perte immédiate de son salaire de 3 250 € brut mensuels et l'annulation pure et simple de tous ses droits à la retraite accumulés sur près de 15 ans de service. La perte de revenus futurs, projetée sur une carrière potentielle jusqu'à l'âge de la retraite, a été estimée par des actuaires à plus de 1,5 million d'euros. Mais ce n'était que la première strate de sa ruine. Le volet pénal suivit rapidement. Le parquet, sous l'impulsion directe du procureur de la République de Paris, conscient de l'extrême gravité de l'offense contre un magistrat, l'a mise en examen pour une litanie d'infractions. Son procès fut une formalité. La défense a tenté de plaider le stress et l'erreur de jugement, mais les images parlaient d'elles-mêmes. Le tribunal l'a condamné à une peine de prison ferme, une décision rare pour un primo-délinquant, mais justifiée par la nature de sa victime et l'exemple qu'il fallait faire. Parallèlement, l'aspect civil de l'affaire se mettait en place. La juge Amandine Roche, non par vengeance personnelle, mais par devoir envers l'institution qu'elle représentait, a engagé une action en réparation contre l'État, seul responsable des agissements de ses agents en service. Face à la certitude d'une condamnation exemplaire et pour éviter un procès public dévastateur pour l'image de la police, l'agent judiciaire du Trésor a négocié une transaction. Le montant final, validé par le tribunal administratif, a été fixé à la somme stupéfiante de 3 500 000 €.
Ce chiffre n'était pas arbitraire. Il comprenait le préjudice moral exceptionnel, l'atteinte à la dignité de la fonction judiciaire et une composante punitive destinée à servir d'avertissement. C'est ici que le piège s'est refermé sur Cédric Moreau de la manière la plus cruelle. L'État, après avoir indemnisé la victime, a immédiatement déclenché une action récursoire contre son agent fautif. En d'autres termes, l'administration s'est retournée contre Moreau pour lui réclamer le remboursement intégral des 3,5 millions d'euros. Sa ruine financière était désormais scellée par une dette colossale et imprescriptible. Tous ses biens, une petite maison de banlieue et un véhicule d'occasion, ont été saisis. Ses comptes bancaires ont été vidés. Il a été déclaré en faillite personnelle, condamné à vivre le reste de ses jours sous le seuil de pauvreté, avec une dette qu'il ne pourrait jamais espérer rembourser, même en 1000 vies. Socialement, il est devenu un paria. Ses anciens collègues, craignant la contagion de sa disgrâce, l'ont ostracisé. Son nom est devenu une mise en garde dans les écoles de police, son cas d'école un exemple de ce qu'il ne faut jamais faire. Pendant ce temps, la juge Amandine Roche a continué à exercer ses fonctions avec la même rigueur et la même sérénité. Elle a fait don d'une partie substantielle de l'indemnisation à des associations de lutte contre les discriminations. Son autorité, loin d'avoir été affaiblie par l'incident, en est sortie renforcée. Elle est devenue, malgré elle, un symbole de la résilience de l'état de droit face à l'arbitraire. L'histoire de Cédric Moreau est donc celle d'un homme qui, en 18 minutes d'arrogance et de préjugés, a réussi à transformer un insigne de pouvoir en un fardeau financier à vie. A-t-il finalement compris que le mépris a un coût quantifiable ? L'enregistrement de sa chute, archivé et analysé, prouve que la justice karmique n'est parfois pas une notion métaphysique, mais un simple calcul, une addition froide des conséquences où le résultat final est toujours l'anéantissement total.